coqs qui crient dans la poussière, des routes tordues où l'espoir s'égare. Bottes boueuses et regards de fer, ils rient fort mais leur cœur est noir. Loin des villes, des tours de verre, là où le silence devient prière. Les rednecks à l'écran, des ronds d'ombre ou des tyrans, figures brisées dans le vent, qui sont-ils vraiment? Les rednecks à l'écran, des ronds d'ombre ou des tyrans, figures brisées dans le vent, qui sont-ils vraiment? Des cabanes au fond des forêts, avec des armes accrochées au mur, des regards lourds, un passé muet, leurs histoires soins de blessures. Ils traînent des chaînes invisibles, leur colère brûle insaisissable. Les rednecks à l'écran, des ronds d'ombre ou des tyrans, figures brisées dans le vent, qui sont-ils vraiment? Les rednecks à l'écran, des ronds d'ombre ou des tyrans, figures brisées dans le vent, qui sont-ils vraiment? Les rednecks à l'écran. Déjà, je vais parler principalement, sauf à la fin, du cinéma américain, et uniquement. Alors, slash Hollywood, parce que qui dit cinéma américain dit Hollywood. Donc, premier point. Donc, Hollywood s'est fait comme spécialité de fabriquer des héros. C'est une fabrique à héros, Hollywood. En tout cas, ça l'a été pendant très longtemps. Alors, il y a le bien et il y a le mal. Et il y a les gentils et les méchants. Ça, c'est très présent aux États-Unis. Ça l'a toujours été. Alors, au début, on avait, on va dire, les années 40, 50, on a eu beaucoup même 60, on a eu beaucoup puis après ça s'est calmé, beaucoup de westerns à l'ancienne, avec des gentils cow-boys, je mets gentil entre guillemets, soi-disant civilisés, en fait, le mal, les gentils cow-boys et les méchants indiens, parce que je vais pas parler de propagande, mais le cinéma, c'est comme ça, surtout américain. Donc, il y a le mal, c'est l'autre. L'américain est le gentil, et l'autre, c'est le méchant. Donc, l'Indien, qui en fait, qu'est-ce qu'on avait avant dans le cinéma américain? On avait les gentils cow-boys et les méchants indiens. Je rappelle que dans le réel, l'Indien est le natif américain. Donc, ça s'appelait même pas l'Amérique. Donc, l'Amérindien, mais on va parler d'Indien. Et donc, de natif. Et à part l'Indien, dans les années 40-50, l'autre, c'était... Bon, il y avait l'Indien qui n'avait pas à être là, bien évidemment. Et il y avait l'autre, à part l'Indien, mais l'autre venait d'ailleurs. Et ça représente la guerre contre le communisme. Alors,
Ça, c'est moi qui le vois comme ça, hein, bien sûr. Le communisme. Donc, il était représenté comment? Soit comme clairement le méchant agent secret communiste, clairement. Et par exemple, il y avait beaucoup de films avec dans les années 40, 50, sur des invasions extraterrestres. L'autre, et qui est représenté, je pense, on me dira peut-être que c'est de la surinterprétation, mais je pense pas. En tout cas, je le vois comme ça. Souvent, l'extraterrestre venait de Mars. Et Mars, c'est quoi? Alors, je ne sais pas si scientifiquement c'est le réel, mais en tout cas, symboliquement, eh ben, la planète Mars, c'est la planète rouge. On peut me dire que c'est de la surinterprétation, mais il se trouve que la planète Mars, en tout cas dans l'inconscient collectif, c'est la planète rouge, comme par hasard. Bon, voilà. Donc l'autre était représenté par soit carrément le communiste, il y a des exceptions bien évidemment, soit l'extraterrestre venant la plupart du temps de Mars, envahir le territoire. J'ai souligné le mot territoire parce que ça reviendra souvent tout au long de mon truc. Comme j'ai souligné le mot héros et le mot l'autre. Parce que j'y viendrai par la suite, ça reviendra. Donc les westerns, bon, c'était la conquête du territoire, la conquête de l'Ouest. Donc il y avait les westerns à l'ancienne, voilà, John Wayne et d'autres avant. Bon, je cite John Wayne parce que c'est le plus connu. Donc voilà. 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous demander une petite seconde parce que j'ai écrit très petit. Voilà. En 2, bien sûr, il y a eu un truc. Il y a eu un truc qui s'est passé et qui s'est retrouvé dans le cinéma. C'est la fin, ce que j'appellerais la fin du rêve américain. On va dire début des années 60, durant les années 60. Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, pêle-mêle, hein, on pourrait trouver plein de trucs. Mais il y a eu l'assassinat. Bon, déjà, il y a eu ce qu'on appelle. Alors, attends, parce que je vais prendre un crayon. Je vous demande de m'excuser. Je suis un peu nerveux, j'ai pas l'habitude. Je vais effacer au fur et à mesure. On a eu, à tort ou à raison, c'est pas mon propos, on a eu des émeutes raciales dans le réel. Hein. Des émeutes raciales par rapport à la ségrégation raciale, qui est un fait. Je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Est-ce que c'est bien ou mal? C'est pas mon propos. On a eu l'assassinat donc du président John Kennedy. On a eu l'assassinat de son frère Bob, enfin Robert quoi, Robert Kennedy. On a eu l'assassinat de Martin Luther King. On a eu l'assassinat de Malcolm X. On a eu le Vietnam et comment on appelle ça? Comment dire, le Vietnam et le fait que l'enlisement au Vietnam et le fait que voilà, il y avait un contexte de lutte sociale où les gens ne voulaient plus de ça. Il y a eu aussi notamment ça a commencé en 60, même si on en trouvera avant et bien sûr après, de l'avènement, enfin le début de la mode, entre guillemets, hein, des mass murder, comme on dit, les meurtriers de masse. En 60, je crois, il y avait un ancien marine qui a pété un plomb et qui a flingué, c'est une histoire assez connue là-bas, hein, très connue même, qui avait tiré sur plein de gens vers une université du haut d'une tour. Et on a eu aussi la mode, je suis désolé, je mets mode entre guillemets, ce le FBI a ensuite appelé les serial killers. Et pour finir, on a eu,
bien sûr, je survole, hein, le scandale du Watergate avec Nixon, les écoutes et tout ça. Et en même temps, je dirais, on a eu le début et la fin de ce qu'on appelle la contre-culture. Donc, il y a eu des mouvements sociaux, il y a eu, qu'est-ce que j'appelle le début et la fin de la contre-culture, parce que ça n'a pas fait long feu, la contre-culture. Alors, je parle ici du mouvement hippie, le flower power, etc. Donc, la libération sexuelle, ce qu'on a appelé la libération sexuelle, l'inversion des valeurs américaines, classiques, puritaines, les drogues, le succès du festival de Woodstock avec certains types de musique. Ça n'a pas fait long feu parce que c'est parti en sucette et il y a eu un événement majeur. Pourquoi j'ai mis le début et la fin très vite? Parce qu'il y a eu, alors, d'un point de vue, de notre point de vue, alors je dis notre, en tant qu'Européen, et je te mets dedans, David, je me permets, ça a l'air de pas grand-chose, mais ça fait beaucoup de bruit. Aux États-Unis, ça a vraiment été quelque chose d'énorme. L'assassinat par la famille Manson, qui était une secte donc de hippies, qui ont massacré donc Sharon Tate, qui était enceinte, et quelques-uns de ses amis, qui était la femme de Roman Polanski. Et c'est un truc que, de nos points de vue, ça a l'air assez anecdotique peut-être. Mais en Amérique, c'est quelque chose qui a été énorme. Et ça a été vraiment le plus gros truc qui a marqué la fin de cette contre-culture. Qu'on soit pour ou contre, c'est pas mon propos. Encore une fois, je donne pas mon opinion là-dessus, c'est pas le propos. Ensuite, troisième point, au cinéma. Cinéma à nouveau. Donc tout ça, le cinéma, c'est un peu le reflet de... Voilà quoi. Donc, déjà, il y a eu, pour moi, enfin, c'est pas pour moi, c'est ce qu'on appelle le nouvel Hollywood. C'est officiel, ça s'appelle comme ça. Alors que je situerais 65, 66, enfin 1900, hein, bien sûr, 65, 66, jusqu'aux années 80, même si, voilà. Et moi, j'appelle ça l'Amérique qui se regarde dans les yeux. Donc, avec le nouvel Hollywood, alors bien sûr, il y avait eu des trucs avant, hein, avant 65, on avait eu au cinéma des nouvelles figures, parce que changement de génération, la jeunesse voulait des nouveaux héros auxquels s'identifier. Ils en avaient un peu marre de John Wayne et compagnie. J'ai rien contre John Wayne, mais je cite l'exemple qui me semble le plus connu, enfin, un des plus connus, le plus frappant. On avait par exemple, c'est pas le nouveau Hollywood encore, mais c'était le cas avant. Il y a eu quelques itérations. On a eu James Dean dans les années 50. On a eu un Marlon Brando très jeune sur sa moto, tout en cuir et tout ça. Et il y a eu une nouvelle Hollywood, c'est-à-dire, et qui a remis en cause beaucoup de choses. Et là, je reviens au mot héros que j'avais souligné plus haut. Parce que, comme l'Amérique va se regarder dans les yeux, elle va se choisir de nouveaux héros, ou plutôt, je vais parler plus d'anti-héros. Et je vais m'expliquer, parce que anti-héros, c'est délicat, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais je vais donner quelques exemples. Alors, premier exemple de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, l'anti-héros qui fait face aux anciens héros. Alors, déjà, c'est pas vraiment des anti-héros, mais entre guillemets, on va dire les protagonistes principaux au cinéma. Je vais vous citer. Alors, en un,
je vais vous citer les protagonistes principaux des films. Alors, regardez, on a par exemple des criminels qui sont mis en avant. Je ne dis pas que ce sont des héros, je dis que dans un certain cinéma, ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, avec des réalisateurs comme Scorsese, De Palma, Coppola, dans une moindre mesure, mais quand même Spielberg, tous héritiers quelque part, qui ont fait partie de la contre-culture, mais qui en sont revenus, et donc ont changé. Mais regardez, par exemple, premier exemple, on a des criminels qui sont les protagonistes principaux des films, pas des héros, ni des anti-héros, mais tout de même. Regardez la trilogie du Parrain, on a la mafia, on va dire, sicilienne, italienne, on va dire, sur le sol américain, qui est décrite, plus ou moins véridique, peu importe, on parle de cinéma, donc de fiction. On a Bonnie and Clyde, en 66-67, je crois. Excellent film, par ailleurs, à mon goût, avec Warren Beatty, Jane Fonda et le toujours excellent Gene Hackman. On a Taxi Driver, dans un autre style, avec le grand, comment s'appelle-t-il, notre ami Robert De Niro. Et puis ensuite, il y a l'anti-héros, le pur anti-héros, c'est-à-dire, on peut le qualifier de héros, mais ça dépend. Mais pour l'Amérique, ces gens ne sont pas considérés comme des héros. Je donne 2 exemples. Et on parle toujours de cinéma. Hein. Donc, c'est subjectif, l'appréciation. Dirty Harry. Dirty Harry, 71, donc le premier, qui pour moi est un incontournable. Voilà, quoi. Dirty Harry, c'est un policier, certes, mais il s'en fout de la loi, enfin des lois. D'ailleurs, si on connaît bien le film, lui, ce qui l'intéresse, c'est sa justice. Les lois, il s'en fout. On voit que dans le film, il n'hésite pas à torturer le suspect, ce qui est totalement illégal. Il n'hésite pas à flinguer les mecs comme ça, il se prend pas la tête. Et pour beaucoup, ce n'est pas ça un héros. Je ne peux résister pour soutenir mon propos. Déjà, au vu de la presse spécialisée, la personne de Clint Eastwood, comme les personnages interprétés par Clint Eastwood en Amérique, je ne parle pas des western spaghetti, on reste sur le cinéma américain, donc Clint Eastwood est un fasciste, extrême droite, blablabla, parce qu'il fait régner sa propre loi, au nom de la justice, mais la sienne. Il ne respecte pas les lois, c'est un hors-la-loi. C'est factuel. Et je ne peux résister à vous donner une anecdote. Alors, je pense que c'est un film de le réalisateur Howard Hawks, qui est une légende aux États-Unis, hein, et qui a fait justement beaucoup de westerns, pas que, mais beaucoup de westerns avec John Wayne à l'ancienne et tout. Et un jour, sur un plateau d'un film, il avait prévu dans son scénario que notre héros à l'ancienne, John Wayne, devait tirer dans le dos d'un méchant. Donc le gentil de John Wayne devait tirer dans le dos d'un méchant. Et John Wayne, pour lui, c'était hors de question. Il fait non. Et l'autre lui dit, mais pourquoi? C'est un méchant. Tu peux lui tirer dans le dos. Et pour John Wayne, c'était hors de question de faire une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'un héros ne tire pas dans le dos, même d'un méchant. Et là, Howard Hawks n'a pu s'empêcher de lui dire, parce que Clint commençait à être connu par rapport à Sergio Leone au western italien, il n'a pas pu s'empêcher de dire à John Wayne, Clint Eastwood, lui, n'aurait pas du tout refusé de tirer dans le dos d'un méchant. Monsieur John Wayne l'a très mal pris, mais le scénario a quand même été retravaillé, enfin n'a pas été retravaillé, et il n'a jamais tiré dans le dos du méchant.
Donc, c'est pour vous montrer la dichotomie entre le héros à l'ancienne, qui est censé représenter une Amérique pure, belle, tout ça. Et bien là, ça a bien changé. Parce que Clint Eastwood, lui, il n'hésite pas à tirer dans le dos. Il s'en contre-fout. Ensuite, je citerai un autre film qui, pour moi, décrit l'anti-héros. Death Wish. Le premier. Après, on tombe dans le nanar, mais bon, c'est mon opinion. L'excellent Death Wish, donc je crois que c'est un justicier dans la ville. Nous avons un Charles Bronson qui est un pacifiste, qui est contre les armes, enfin c'est plutôt un démocrate, qui suite au VOL et à l'assassinat de sa femme et de sa fille qui survivra mais qui sera dans un état végétatif, va totalement changer et va se mettre hors la loi, mais qui va faire régner la justice. Je vous renvoie au film, hein, je ne vais pas quand même faire 2 heures là-dessus parce que je suis, vous voyez, je bafouille, hein, je suis très nerveux. Je vous dis, c'est pas un exercice dont je suis coutumier. Et donc, Charles Bronson, enfin Paul Kersey, donc le personnage, va se mettre à flinguer, pour faire simple, des criminels qu'il va volontairement provoquer. Et en faisant ça, il est hors la loi. Donc, d'une certaine façon, moi, je peux considérer que c'est un héros, mais au vu de l'esprit américain qui est en train de changer dans le cinéma, mais de celui d'avant, le cinéma d'avant, et au vu de la loi, c'est clairement un criminel. Donc, un anti-héros. Moi, j'appelle ça un anti-héros. Voilà, je m'arrête là sur les anti-héros. Voilà, on arrive ensuite à la figure du redneck. Enfin, me direz-vous, alors qu'est-ce qu'un redneck? Alors, la figure du redneck au cinéma américain. Après, sur la fin, voilà, bon, cinéma américain. Je me demande une seconde. Alors, juste pour C'est- t'encourager, Oui, je me permets du blanc pour t'encourager. Ton émission est formidable. Donc, t'inquiète pas, c'est super. J'ai mon café, les petits gâteaux. C'est vraiment con que ce genre d'émission ne passe pas à la télé normale. Franchement, je te dis déjà un grand bravo. Même si après, si jamais tu te plantes ou quoi, pour l'instant, c'est nickel. C'est vraiment super. Tu connais bien ton sujet. Je t'ai jamais entendu parler de cinéma comme ça. Donc, vraiment, bravo. Respect. Si tu peux continuer sur la même facture, ce sera super. Moi, je me régale. Donc voilà, il y a 4 spectateurs, mais moi, en tout cas, je passe un très bon moment. Donc vas-y, t'as même pas la même voix que d'habitude. On dirait vraiment que c'est un nouveau venu là qui est arrivé. Vraiment, continue comme ça. Je coupe mon micro, je continue mon café. C'est bien sympa. Non, mais c'est bien sympa, mais c'est que je suis un peu paniqué, j'ai pas l'habitude. Surtout que je suis beaucoup dans l'impro, mais j'ai quand même pris des notes, alors je pédale un peu dans la choucroute. Enfin bref, mais merci, c'est sympa. Donc, on arrive au redneck. Et c'est là, c'est pour ça que j'avais souligné l'autre. Je parlais du nouveau Hollywood, et là, on va voir que l'autre, déjà c'était le cas là dans les exemples que je vous ai cités, l'autre devient, en fait, c'est un ennemi intérieur. Il vient plus de l'extérieur comme les méchants martiens. Il vient plus de l'extérieur comme les méchants communistes. C'est plus l'Indien qui n'avait rien à foutre ici. Eh ben, on va se trouver un nouveau mal qui est très américain. Très américain. Alors, un redneck, c'est quoi? Donc, tout d'abord, redneck, c'est pas moi qui l'invente, hein, le mot. C'est un terme anglais, enfin, donc, qui vient d'Amérique. Je vais parler du redneck américain et du plus connu dans certains types de films. Du plus connu, alors,
tout en précisant que c'est un peu cliché, certes, c'est un peu caricatural, mais on parle de cinéma. Et il va y avoir des films qui vont être séminaux, on va dire, et donc qui vont être repris. Donc, c'est quoi un redneck? Donc, redneck, déjà, ça veut dire textuellement nuque rouge. Pourquoi? Parce que le redneck est toujours de couleur blanche et qu'il passe beaucoup de sa vie en extérieur parce que généralement, c'est un paysan. Donc, nuque rouge, redneck. Comment traduire ça en français comment on dirait redneck en français? On dirait un plouc ou un bouseux. Ce genre de mots. Ce ne sont pas des très jolis mots, mais c'est comme ça qu'on peut le traduire en français, je pense. Donc, le redneck, j'ai mis c'est quoi, où, comment, pourquoi. Déjà, le redneck, il est principalement dans le redneck américain, hein, il est dans le sud des États-Unis. Il habite dans le sud des États-Unis, généralement au cinéma, mais ça rejoint le réel, je pense, c'est assez fidèle. Alors, comment il est montré au cinéma la plupart du temps? Il est, donc physiquement, généralement, il est dans le sud, près des forêts ou des marais, des marécages, des marais. Et physiquement, généralement, alors au niveau des fringues, c'est toujours le cliché, hein, mais le cliché est souvent basé sur des réalités, en tout cas au cinéma. Chemise à carreaux, jean ou salopette en jean, bretelles, casquette, voire chapeau dit de cow-boy, soit chapeau de paille, soit casquette, bien sûr, un peu comme sur ton image, tiens. Ou donc, dans les pays du Sud, comment, pourquoi donc, le redneck est généralement pauvre. Physiquement, il a généralement, au cinéma, une très mauvaise hygiène. Il est souvent assez édenté, voire quasiment pas de dents. Il est sale. Il est parfois, voire souvent, consanguin. Il est laid et parfois mongoloïde, vu consanguinité. Pourquoi il est pauvre? Parce qu'il y a eu l'industrialisation. Donc, il est parti vers... donc, soit il y a ceux qui sont partis vers les villes, et ceux qui sont restés sont délaissés pour compte, en fait. Donc, ils sont pauvres. Et là-bas, le temps s'est arrêté. C'est ce qu'on appelle l'Amérique profonde, qui a été oubliée, sauf jusqu'à Trump. J'y reviendrai, voilà, c'est un fait. L'Amérique profonde, alors, après, d'un point de vue idéologique, il est clairement raciste, vu qu'il a abandonné tout espoir, il est extrêmement religieux, il peut faire toutes les saloperies qu'il veut dans la semaine, mais le dimanche, il n'aura jamais la messe quand il y a une église chez lui. Il est raciste, il déteste profondément les citadins, et il déteste, et je reviens, j'avais souligné territoire, et il déteste surtout les citadins qui viennent une fois de plus sur leur territoire. La notion de territoire, encore, on y revient, comme le western, etc. Donc, Amérique profonde, j'ai dit. Là-bas, le temps s'est arrêté. En fait,
ils sont, s'il fallait donner un symbole pour décrire le redneck, ce serait le drapeau confédéré, c'est-à-dire le Sud. Et ils sont restés coincés dans cette notion du Sud, donc esclavagistes, etc. C'est un fait. Voilà. Alors je sais que là je donne une image, et bien sûr, il est très souvent alcoolique, profondément alcoolique. À noter que des gens comme le Ku Klux Klan sont des rednecks. Là, sauf les têtes pensantes, mais souvent ce sont des ploucs, des bouseux qui ont les idées qui sont les leurs. Je me pose pas en juge. Alors, dans quel type de film on trouve ces gens-là? Je parle de cinéma américain toujours. Hein. Je parle de la figure du redneck aux États-Unis. On les trouve on les trouve principalement. Bien sûr, on trouvera toujours des exceptions. Hein. On les trouve principalement dans un sous-genre qui m'est très très cher, qui s'appelle le survival, qui en fait est un dérivé du road movie. Road movie, on va d'un point. Le road movie, on va d'un point. Ce sont des gens qui voyagent. Il y a toujours la notion de non pas de conquête, mais d'aller sur un territoire inconnu, de le traverser et de faire des rencontres, tout ça. Ça, c'est le road movie. Ça se finit pas toujours bien, mais bon. Et le survival, c'est le descendant du road movie, mais en mode souvent horrifique. Pas toujours. Il y a le survival tout court et il y a le survival horror. On le trouve dans ces deux styles qui me sont très chers. Survival, exemple, Délivrance, film matriciel. J'en parlerai après. Survival horror, La colline à des yeux, l'immense, vous le savez tous ceux qui me connaissent, Massacre à la tronçonneuse qui m'est énormément cher. On les trouve aussi dans un sous-genre du revenge movie, dans un style de film qui s'appelle le Rape and Revenge, donc VIOL et Vengeance. Je ne m'attarderai pas trop longtemps là-dessus. On les trouve aussi dans un genre que je n'aime pas, qui s'appelle le Good Old Boy, le Good Old Boy Movies. Alors, les plus anciens, vous trouvez, bon, Burt Reynolds a beaucoup été dans ce genre de film, mais pour les plus anciens, moi j'ai surtout connu, les anciens s'en souviendront peut-être, c'est la série Shérif, fais-moi peur en français. J'ai pas de titre. Alors là, c'est une image positive du redneck. Il est pas sale. Bon, il a des chapeaux de cow-boy, il a la chemise à carreaux, mais c'est un brave type qui se fout un peu de la loi. Ce sont des feel-good movies, c'est-à-dire c'est fun. Généralement, le shérif le poursuit tout le long du film. Il fait passer le flic pour des cons, mais bon, c'est pas un méchant. Voilà. Mais il fallait le signaler tout de même. Et dans certains films de psycho killer, dans des films de serial killer, on va dire, pour les isoler. Les rednecks isolés. Parce que généralement, c'est tout le bled, le petit bled où ils habitent, ils sont tous complices dans les magouilles. Et donc, le survival, c'est quoi? C'est, pour faire simple, la plupart du temps, ce sont des citadins qui, comme dans tous les road movies, mais la version, pas forcément horrifique, mais généralement, ça se rejoint, hein, c'est les mêmes clichés. Des citadins vont d'un point A à un point B. Et ils s'arrêtent pour une raison XY. Ça peut être une panne d'essence, ça peut être une crevaison, une roue crevée. Ou, par exemple, dans Délivrance, film matriciel, donc il date de 73, et il faudra que je te dise un truc après, quand j'aurai terminé, David, parce qu'il y a eu ce que tu appellerais un signe ou le destin ou je sais pas quoi, mais il y a un truc génial qui s'est passé cette semaine.
C'est vraiment hallucinant par rapport à ce film et à ce live pour le coup. Donc, j'en étais où? Ouais, le survival, par exemple, dans Délivrance, nous avons 4 hommes citadins qui veulent, on retrouve la notion de territoire, bien sûr, ils se retrouvent en territoire redneck et ils veulent remonter, ils veulent vivre le rêve américain du début comme la conquête de l'Ouest. Il dit nos ancêtres ont découvert ce pays en canoë, donc ils veulent faire la descente d'une rivière en canoë. Il y a une sorte de retour à la nature. Souvent dans ce genre de film, comme souvent dans ce genre de film, sur les 4, il y en a 2 ou 3 qui sont très méprisants envers les rednecks. Mais les rednecks leur rendent bien. Donc, dans cette quête de retour à la nature, bien sûr, ils vont tomber sur des rednecks. J'appelle ça les rednecks dégénérés. J'adore. J'ai déjà utilisé sur cette chaîne, quand je parlais notamment de Massacre à la tronçonneuse, j'adore les films de rednecks dégénérés. Donc, généralement, ils le sont un peu, quoi. En tout cas, au cinéma. Mais bon, ça reflète peut-être une certaine réalité. Donc, bien sûr, les rednecks dégénérés vont s'en prendre à eux. Pourquoi? Parce que ces méchants citadins, ces civilisés, se permettent de venir sur leur territoire. On revient toujours au territoire. Voilà, je voudrais aussi dire, je vais donner quelques exemples. Alors, Massacre à la tronçonneuse, vous ne l'avez jamais vu, ou vous l'avez vu, vous n'avez pas compris le film, peu importe. Oubliez que c'est un film d'horreur, etc. Même si, bon, en termes d'horreur graphique, il n'y a pas de sang. Enfin, bon, voilà, peu importe. Je vais essayer de... Je vais vous prendre l'exemple de ce film. Là, j'improvise total. Parce qu'il y a des choses dans ce film dont j'ai parlé plus tôt. Exemple. Quand je vous dis, je vous parle d'une Amérique profonde et oubliée, qui a été laissée pour compte. Donc déjà, dans ce film, on apprend très rapidement. Donc, ces 3 tueurs dans le film, hein. Bon, on ne sait pas tout de suite, mais bon. On va apprendre qu'ils sont pauvres et ils ne travaillent plus parce qu'ils bossaient à l'abattoir. Pardon, c'est dans le film. Ils bossaient à l'abattoir, mais l'abattoir a fermé. Et comme l'abattoir a fermé, parce que les abattoirs sont désormais en ville et sont industriels, eh ben, ils se retrouvaient au chômage. Bon, bien sûr, c'est pas pour ça que ça excuse le fait d'être des tueurs cannibales, bien évidemment, mais c'est pour donner un exemple. Dans ce film, quand je dis oublié aussi, c'est oublié dans le sens laissé pour compte, dans le sens où on ne connaît pas le nom de la famille. Et on ne connaît pas le nom des 3 frères qui sont les meurtriers. Ils sont décrits dans le générique comme le cookers, c'est-à-dire le cuisinier, qui est le frère le plus âgé, qui est le patriarche, on va dire le chef. Le hitchhiker, qui est le mec qui fait de l'autostop, parce qu'il le rencontre en premier, les jeunes qui sont là pour un road trip, on revient sur le road movie, j'essaye de... Pardon. Donc, les jeunes le prennent en stop, mais on ne connaît pas son nom, on ne sait pas comment il s'appelle, ni son prénom. Et l'homme à la tronçonneuse, Leatherface, face de cuir, visage de cuir. Pourquoi? Parce qu'il porte des masques en peau humaine. Je suis désolé, c'est dans le film. Bref, tout ça pour dire que hors film d'horreur, on s'en fout que ce soit Massacre à la tronçonneuse, mais ils n'ont pas de nom ni de prénom. On ne connaît pas leur nom de famille, on ne sait d'eux que ce qu'on voit dans le film. Mais je veux dire, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de prénom. Pourquoi? Comme si, alors on peut encore me dire que c'est de la surinterprétation, pardon. Mais qu'est-ce que ça veut dire en sous-texte? Moi, je le vois comme ça. Ces gens-là, ils sont là, mais ils n'existent pas, en fait. Comme s'ils n'existaient pas, ils n'ont ni nom, ni prénom. Voilà.
Et encore une fois, dans ce film, quand je dis le temps s'arrête, alors je sais, on peut me dire que c'est de la surinterprétation, mais c'est voulu dans le film. À la fin du film, après, la seule survivante, Sally, après une nuit d'horreur, s'enfuit. Elle arrive à sauter par la fenêtre. Au moment où elle saute par la fenêtre, c'est le petit matin. On est au Texas en 73 ans. Il fait très chaud au Texas. Mais on est au matin. C'est le lever du jour. Elle saute par la fenêtre à ce moment-là. Elle est poursuivie par l'homme à la tronçonneuse et l'autostoppeur avec son rasoir. Un camion va rouler sur l'homme au rasoir par accident, ça va la sauver. Et là, on est à peu près midi, ça se voit, parce qu'il commence à avoir le soleil, un tout petit peu. Et après le coup du camion, enfin voilà, y a un pick-up qui passe, elle arrive à échapper à l'homme à la tronçonneuse, Leatherface. Et là, au moment où elle monte dans le pick-up, enfin dans la bagnole, quoi, pour s'enfuir, puis hop, le mec, le conducteur qui passait, heureusement pour elle, s'en va. On est en plein soleil. C'est-à-dire, il doit être 16 heures, quoi. Et la dernière scène du film, au-delà du fait qu'elle soit mythique, pardon, en tout cas pour quelqu'un comme moi, il y a la fameuse danse de la tronçonneuse, le film s'arrête là, où Leatherface, qui est complètement malade, danse, en fait, fait une sorte comme les katas au karaté, comme s'il plantait sa tronçonneuse dans des gens imaginaires, quoi. Et là, on est sur le coucher du soleil. C'est-à-dire que en moins de 10 minutes de temps à l'écran, et en moins de 10 minutes de temps réel, parce que c'est un plan, voilà, 10 minutes, on a le lever du jour et la tombée de la nuit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ce que je vous disais tout à l'heure. Pour ces gens-là, pour les rednecks, qui ne sont pas tous des tueurs avec des tronçonneuses, mais c'est pour donner un exemple. Pour ces gens-là, le temps s'est arrêté. Voilà, ils sont restés coincés à une autre époque. Je pourrais citer 2000 Maniacs, où on a des mecs qui sont restés à l'époque des confédérés, il y a des drapeaux confédérés de partout, à sudistes si vous préférez, et qui s'amusent à chaque fois que des gens s'arrêtent chez eux, des citadins bien évidemment, à les humilier, les torturer et massacrer. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur... Bon, alors, je vais terminer parce que ça devient long, je pense. Sur 2 petits points. Voilà. J'ai mis le redneck non bouseux. Alors, pas comme ceux que je viens de vous décrire, je ne parle pas de massacre en tronçonneuse, je vous parle de mecs à l'hygiène douteuse, etc. Enfin, plus que douteuse, consanguin, etc. Le redneck non bouseux, il existe. Exemple, Rambo. Eh oui, il fallait que je le dise. Qui pour moi est un survival. Il en reprend tous les codes, ou la plupart. John Rambo est un ancien du Vietnam, enfin bref. Il passe dans un territoire, je suis désolé de le dire, un tout petit bled, toute petite ville, mais de redneck civilisés, pas mal lavés, voilà, qui portent bien sur eux, mais on a des flics redneck. Je suis désolé, ce sont des rednecks. C'est-à-dire que on ne veut pas de gens comme vous chez nous, disent-ils à Rambo. Tout ça parce qu'il ne fait que passer en ville. Il veut boire un café, il veut bouffer un sandwich, c'est tout. Ce sont des rednecks. Tu vois les mecs de la garde nationale qui vont être appelés parce que Rambo s'avère être une machine de guerre, alors qu'il veut juste... voilà, c'est un survival, quoi. Il veut juste qu'on le laisse tranquille, le mec. Tous les mecs de la garde nationale, je veux dire, c'est des rednecks. Tu les entends comme ils parlent, ils sont complètement dégénérés.
Enfin, ça me semble évident pour qui a vu le film. Bien sûr, dans les Rambo suivants, ça sera autre chose. On retombera dans les travers, mais ça, c'est les années 80 qui reviennent au galop, du super-héros américain qui refait la guerre du Vietnam, qui flingue tout le monde, vide Reagan, etc. J'appelle ça de la propagande. Voilà, j'en avais déjà parlé sur la chaîne. On reviendra aussi dans les années 80 à, désolé pour Stallone, mais au héros contre le méchant russe, bien évidemment, le héros américain contre le méchant russe. Et je cite, je suis obligé de citer La poursuite impitoyable que je vous conseille à tous, qui n'est pas, vous voyez, qui est un survival, mais pas horrifique. Mais pour moi, ce qui se passe dans le film est bien plus horrifique que le pire des films d'horreur. En gros, un évadé de prison, qui n'était pas condamné pour grand-chose, un jeune Robert Redford, va se retrouver à aller dans la ville où il a grandi. Et bref, on a ce que j'appelle des rednecks bourgeois ou riches, c'est-à-dire des blancs, bien racistes, bien cons, qui ont tous une bonne position sociale, mais qui ne savent tous les samedis soirs que se saouler la gueule, tout casser. Et le dimanche matin, tu retrouves des rues dégueulasses, etc. On a dedans Robert Redford, on a Marlon Brando, on a Jane Fonda et d'autres. Je veux dire, ce film est un chef-d'œuvre. Ce sont des rednecks dans leur idéologie, mais ils sont propres sur eux, ils ont de l'argent et tout ça. Et pourtant, ce sont des ordures. Et ils sont complètement dégénérés. Il faudrait que vous voyiez le film. C'est un film dont on ne parle jamais. J'ai jamais entendu parler de ce film sur aucune chaîne internet ou je ne sais quoi. C'est vraiment dommage. C'est un chef-d'œuvre. On a, pardon, je reste dans le redneck bouseux. On a Psychose. On a un mec isolé. C'est un tueur en série. Bon, il est très malade le mec et tout, mais quand même, à cause de sa tarée de mère qui est morte, mais bon, qui n'est pas vraiment morte parce que dans sa tête, elle est encore vivante, enfin bref, qui l'a rendu complètement secoué en lui parlant de religion et comme quoi les femmes, bien sûr, étaient des villes pécheresses, etc., etc. Donc on retrouve quand même certains aspects du redneck dans le sens où il y a encore la notion de territoire et où les gens qui se pointent là-bas, ils sont pas, il va leur arriver des bricoles. Encore une fois, il faut aller voir le film. Mais on retrouve un côté redneck dans le sens sa mère fanatique religieuse, ce qu'elle lui a mis dans la tête, est-ce que ça lui a fait, ce qui a déclenché sa maladie. Voilà, on a La Nuit du Chasseur, qui est un vieux film. Bon, alors Psychose, c'est 1960. La Nuit du Chasseur avec Robert Mitchum, avec Love, qui est un pasteur itinérant qui va faire beaucoup de choses très méchantes, mais qui est un fanatique religieux aussi, avec Love sur chacun des doigts, L-O-V-E, et sur l'autre, Hate, et qui, voilà, faut voir le film, c'est un chef-d'œuvre. Et Les Chiens de paille, où c'est un film américain, mais qui se passe sur une petite île d'Angleterre, où un personnage joué par Dustin Hoffman va venir sur cette île avec sa femme. Le mec est un pacifiste, il est anti-armes, et comme souvent dans ce genre de film, pour survivre, il va devoir utiliser la violence, c'est-à-dire se mettre au niveau du redneck. Les rednecks, pour le coup, sont un peu plus propres, mais ce sont des picoleurs, des pointeurs, des VIOL-EUR, et ils vont essayer par tous les moyens de rentrer chez lui pour le massacrer, parce que comment ça se fait que ce sale ricain qui vient chez nous, encore la notion de territoire, qui vient chez nous et qui en plus nous a pris notre plus belle femme, parce que sa femme avec qui il vient est native
de ce petit bled, eh ben, non, on peut pas laisser faire. Et je terminerai, et je vous lâcherai, avec le redneck non américain. Parce que oui, on peut trouver dans certains pays des redneck movies, hein, qui se rapprochent beaucoup par pas mal d'aspects du redneck américain. Exemple, Australie. Alors, deux têtes. Australie, vous avez Wolf Creek 1 et 2, où on a un tueur en série dans l'outback australien, hein, c'est spécial. On a un tueur en série en chemise à carreaux, avec des bretelles, un chapeau de cow-boy, qui, lorsqu'il ne s'amuse pas pour le plaisir à massacrer les kangourous, massacre les touristes qui viennent se pointer sur son territoire. On a en Australie le chef-d'œuvre de Ted Kotcheff, qui 10 ans plus tard réalisera Rambo. Hein. Je dis ça, je dis rien. Waking Fright, qui est un film qui n'est pas considéré comme un film horrifique, mais qui est très, très dur à regarder, où un Australien citadin va se pointer par erreur dans un petit bled parce qu'il s'est endormi dans le train, enfin bref. Et bizarrement, les rednecks du coin, qui sont des alcoolos, qui eux aussi vont s'éclater une fois qu'ils sont complètement bourreux, à part se taper entre eux, ils savent que aller massacrer des pauvres kangourous qui en ont demandé. Bon, ça c'est mon opinion, mais c'est un fait, en tout cas c'est dans le film, et d'ailleurs c'est aussi dans le réel, hein, en Australie. Ça pose problème. Bref, contrairement au cliché du survival, là, les rednecks vont très bien accueillir ce monsieur, et tellement bien qu'ils vont le faire picoler, alors que c'est un mec civilisé à la base, qui a un peu de mépris pour eux, comme souvent dans ce genre de film, mais il va devenir comme eux pendant 3 jours. C'est-à-dire qu'il va picoler comme un sauvage, il va les accompagner à la chasse aux kangourous, il va se taper avec eux pour rigoler comme ça. Bref, et il va finir par s'en aller. On a la France, alors je citerai le franco-belge Calvaire, qui est qui est un bon film, un très bon film. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'est un mec qui arrive dans un petit bled avec que des paysans, des bouseux, donc des rednecks français ou belges, je ne sais plus, ça se passe en France ou en Belgique. Et il va se retrouver dans un calvaire, le pauvre, parce que il va tomber sur des cinglés. Et je ne peux que citer, en termes de redneck français et redneck non bouseux, l'immense film La Traque, avec, s'il vous plaît, Marielle, Jean-Luc Bidault, Michel Constantin, Michael Lonsdale et encore un autre que je n'ai plus en tête, mais peu importe. Donc on est sur du Rape and Revenge. Une femme anglaise touriste vient, eux ce sont des bourgeois, mais ils font leur partie de chasse semestrielle, et bien sûr la touriste anglaise va deux d'entre eux vont la VIOL, elle va prendre l'une des armes, la retourner contre eux, et les bourgeois, donc les rednecks bourgeois, inquiets de ce qui pourrait leur arriver par rapport à cette situation, vont la poursuivre tout le long du film pour à la fin qu'elle se noie dans un étang, et c'est un film formidable. Je citerai pour terminer, en Angleterre, je vais en citer un parce que c'est une bombe, Eden Lake, avec Michael Fassbender et la gonzesse, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle est un peu connue, mais peu importe. Du redneck bourgeois et enfant, c'est-à-dire 14 ans à peu près, autour de 14 ans. Ce sont des gamins. Alors, c'est encore une fois une notion de territoire.
un jeune couple, enfin un couple d'une trentaine, ils ont la trentaine, petite trentaine, va à Eden Lake, donc le lac d'Éden, voilà, qui est connu pour être un lac magnifique, vont se mettre sur la plage, là-bas il y a une petite plage, et voilà, et ils vont tomber sur des gamins qui sont des petits bourgeois, mais très mal éduqués, et qui vont les emmerder, et qui vont finir par les torturer, les poursuivre de partout, et les massacrer, sauf la femme qui arrive à leur échapper. Et elle va se retrouver, ironiquement, chez les gens, mais les gens sont des gros bourges, mais ce sont les parents des enfants si bien éduqués par les gentils bourgeois qui, bien sûr, sont civilisés, hein, et ils vont massacrer la dame pour venger leurs enfants parce qu'elle s'est défendue. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais que ça a été lacunaire, je sais que ça a été un peu lourd, sans doute. Je sais que je suis passé à côté de plein de trucs, mais je pourrais parler 2 heures de cinéma. Donc, tu me connais, David, je ne sais pas qui nous écoute. Désolé si notre ami de Thaïlande, qui est un ricain mental, non, je ne suis pas désolé, je n'aurais pas pu faire cette émission s'il avait été là, parce que c'est un ricain mental et que j'ai dit du mal d'une certaine Amérique qui existe. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire des rednecks maintenant? Maintenant, les rednecks sont revenus sur le devant de la scène, pas tant au cinéma, même si, bien sûr, des films aussi influents que Délivrance ou Massacre à la tronçonneuse ont fait des bébés, bien évidemment. Donc, on en retrouve de ci, de là. Mais le redneck véritable, vous trouverez des reportages sur eux. Il y a des téléréalités sur eux aux États-Unis qui ont beaucoup de succès. Et eux-mêmes disent, nous sommes fiers d'être racistes, nous sommes fiers de picoler, nous sommes fiers d'être libres, d'être américains, etc., etc. Et monsieur Donald Trump, leur doit énormément dans sa réélection. Je ne dis pas que M. Trump est méchant ou gentil, c'est pas mon propos. J'étais là pour parler de cinéma, mais ces gens-là existent et vous pourrez trouver leurs traces. Il y a des documentaires sur... Bon, j'ai pas Netflix, mais je sais qu'il y a des documentaires sur Netflix, qu'il y a des télé-réalités sur eux, voilà, c'est devenu une figure, le redneck est devenu une figure populaire aux États-Unis avec Internet. Il y a des influenceurs redneck, etc., etc. Voilà, j'en ai beaucoup trop dit. Merci de m'avoir donné du temps. J'ai fait ce que je pouvais. Merci. Dans l'ombre des champs, un vieux pick-up rouillé, des visages burinés, dans la poussière oubliée. Les bottes usées, les chapeaux larges, les rednecks à l'écran, dans leur marge. Brutalité ou sagesse, mythe de tendresse, un miroir qu'on confesse. C'est qui ces hommes qu'on dessine en noir et blanc, les rednecks qu'on peint héros méchants, fictieux ou réalité, qu'est-ce qu'on invente au cinéma? Il brille ou il lente, un fusil en main ou une guitare qui grince, le whisky dans le verre ou une prière qui danse. Il court dans les bois, il crie sous les étoiles, à l'écran il casse les chaînes ou érige des murs sales. Icône de l'Amérique, rêve et tragique, un symbole qu'on trafique.
C'est qui ces hommes qu'on dessine en noir et blanc, les rednecks, compagnes, héros méchants?